Aujourd'hui, nous accueillons Nicolas Jutset et Diego Taboada, les hôtes du podcast Liberté, pour parler de démocratie semi-directe en Suisse. Aujourd'hui, on va parler de la démocratie semi-directe en Suisse, parce que vous venez de Suisse. Tout d'abord, on peut commencer avec votre définition de la démocratie semi-directe. Alors, un des premiers points, c'est que on vote de manière indirecte sur les choses. Donc, on on soumet des choses à la population et elle donne son avis. Et c'est pas de manière directe. Donc, on se regroupe pas dans un endroit et on vote directement. C'est plutôt, il y a toute une campagne et le dimanche de votation, on tranche. Mais en même temps, il y a un parlement qui est chargé, comme dans d'autres pays démocratiques, de faire des lois, de voter des lois et qui a on va dire un rôle parlementaire classique. Donc on a vraiment ces deux composantes de démocratie représentative et aussi de cette démocratie plus directe où on a accès directement à l'objet de votation. On peut se dire, si on a directement accès à l'objet de votation, on a une plus grande liberté sur sur les lois qui vont influer sur nous. Et donc ça, c'est permis par certains outils démocratiques. Quels sont-ils ? Alors, le premier et peut-être le plus important, c'est l'initiative populaire qui permet de changer la constitution en Suisse. Ça permet à un groupe de citoyens qui se met ensemble de dire cette idée elle n'a pas été proposée par le politique, du coup on aimerait la mettre dans la constitution. Et ça permet une sorte de contre-pouvoir pour le peuple, d'amener un débat qui trouve pas assez thématisé, ou d'amener des nouvelles idées, ou même d'importer certaines idées, et de discuter ensuite de ça avec le reste de la population. Mais ça oblige chaque personne à récolter donc un certain nombre de signatures, à respecter un certain nombre de règles, et à la fin, on vote dessus, et si l'initiative populaire a accepté, la Constitution est modifiée, mais c'est le Parlement qui doit appliquer cette votation acceptée. C'est-à-dire qu'il y a quand même un peu une sorte de... C'est pas les uns contre les autres, c'est pas le peuple contre les institutions, mais le peuple est intégré dans les institutions avec cette possibilité de changer la Constitution. Il y a un autre instrument principal qui est le référendum, donc ce serait plutôt un instrument de réaction. Donc quand on a encore une fois un groupe de citoyens ou des partis politiques ou des groupes d'intérêt qui sont pas satisfaits avec une loi qui vient soit du gouvernement, soit du Parlement, ils peuvent se mettre ensemble et récolter des signatures pour demander à ce que cette loi soit soumise devant le peuple. Donc c'est vraiment encore une fois un droit de veto. Donc pour illustrer un peu ce que serait une initiative, ce serait par exemple en Suisse il y a quelques années, en 2016, on a voté sur l'introduction d'un revenu de base. Donc il y a des revenus de base inconditionnels, pardon. Donc des citoyens ont réfléchi, se sont dit que ce serait bien qu'on puisse avoir ce débat, introduire ça. Donc ils ont récolté des signatures et c'est vraiment venu de la base. Alors que par un exemple de référendum, c'est par exemple le Parlement qui décide qu'il veut ouvrir le mariage à toutes les catégories de la population, donc le mariage du même sexe par exemple. Un groupe de citoyens ne considère pas que cette loi est satisfaisante, même s'il y a une majorité du Parlement qui pourrait la voter. Donc, ils récoltent des signatures et ils aimeraient, encore une fois, que ce soit le peuple qui ait le dernier mot sur cette question-là. Comment faire pour que ces systèmes-là fonctionnent bien et n'aient pas tout le temps l'obligation de s'arrêter pour faire un référendum, s'arrêter pour faire une initiative populaire. Voilà, on peut se dire qu'on a tous des intérêts différents, on a tous envie d'aborder différents sujets. Donc, qu'est-ce qui peut pallier à ça ? Bon, déjà le nombre de signatures, là en Suisse c'est 100 000 signatures, donc ça représente, c'est difficile à comparer avec les différents pays, mais c'est quand même un travail conséquent, il n'y a pas n'importe qui peut proposer ça demande des infrastructures, ça demande un certain montant financier pour y arriver, et il faut réellement avoir une base populaire qui est avec toi, parce que tout seul c'est très compliqué, il y a aussi différentes régions linguistiques, donc il y a de plus en plus d'objets, mais je pense que c'est assez complémentaire, le Parlement fait beaucoup de choses et la population peut proposer des choses, donc en mettant un peu des cautèles comme le nombre de signatures ou le fait qu'on ne peut pas tout modifier, je pense que ça marche assez bien, et surtout l'initiative populaire et le référendum sont des sortes de contrepoids, de prévention pour que le Parlement se rende compte que s'ils font des mauvaises lois ou s'ils oublient des idées qui sont importantes pour la population va proposer quelque chose. De manière préventive, le Parlement prend compte de ça et fait des lois qui tiennent compte des sensibilités de la population. Donc le Parlement est conscient du fait qu'il est soumis à ce risque-là et il intègre ça de manière en amont pour éviter les problèmes en aval. Donc, même s'il est vrai que ces dernières années, l'initiative a été utilisée à des fins un peu différentes, par exemple par des partis politiques qui lancent une initiative, sachant très bien qu'elle ne va pas aboutir, mais par exemple pour défendre une idée dans le cadre d'une campagne électorale. D'accord. Donc on assiste aussi en Suisse aujourd'hui à une multiplication d'initiatives ou de référendums, parce que c'est plus facile de récolter des signatures d'une part, et aussi parce que les partis utilisent ça pour communiquer, pour faire de la communication politique,
même si peut-être à la fin ils savent très bien que ça va pas forcément aboutir ou arriver à un débat, mais simplement pour se positionner sur une question. Donc c'est une sorte de, pas forcément, on pourrait dire une perversion de l'idée originelle de l'initiative comme droit de veto des citoyens. D'accord. Et donc toi Nicolas, tu disais qu'en amont, il y a des discussions pour que justement on propose les meilleures lois, etc. Est-ce qu'il y a une certaine idée d'évitement du référendum? On essaye de faire en sorte de ne pas avoir recours à cet outil-là? Oui, mais ça coûte à chaque fois du temps, ça coûte aussi de l'argent évidemment de voter sur quelque chose. Et ça embête un peu tout le monde de rajouter des objets de discussion alors qu'on pourrait éviter ça juste en tenant compte d'une certaine sensibilité. Il y a maintenant la thématique en Suisse du mariage pour tous et ils ont proposé un projet de loi en oubliant consciemment d'intégrer certaines choses. Donc ils se sont dit on va ouvrir le mariage pour tous mais on va pas mettre en même temps l'adoption pour tous. D'accord. Parce que ça agrège deux problèmes en même temps et du coup ça serait plus compliqué de convaincre une majorité. Donc le politique est très conscient de ça et assez sensible à ça, mais ça fait qu'on avance peut-être moins vite que les autres pays, mais quand on avance et une fois que le peuple est d'accord avec le projet de loi, on y va vraiment et le débat est tranché. Donc il y a cette espèce d'équilibre et cette espèce d'écoute aussi de la population qui est assez bien, enfin qui fonctionne encore assez bien. C'est juste parce que quelque chose qui doit être inhérent à la capacité du peuple de pouvoir lancer des initiatives, c'est d'avoir un consensus. Dans le sens que simplement avoir un référendum comme on a eu dans d'autres pays, par exemple en Grande-Bretagne avec le Brexit, ou même dans d'autres régions comme par exemple je pense à la Catalogne avec la question de l'indépendance, le risque c'est qu'un référendum ça divise la population en deux, entre les 51% et les 49%, et qu'ensuite la minorité passe son temps à revenir sur le résultat et à vouloir continuer à débattre. En Suisse, il y a cette certaine culture du consensus dans laquelle on a un débat, on discute, des arguments pour, des arguments contre, des fois c'est des arguments rationnels, des fois c'est même des arguments émotionnels, donc ça ne veut pas forcément dire que on est que dans le technique, mais une fois que la population a tranché, il y a une certaine légitimité pour dire bon bah la population a tranché, c'est cette position-là, et on avance, même si peut-être dans 3, 4, 5 ans, on peut revenir avec une idée similaire parce qu'on considère qu'à certains moments, le peuple suisse n'était pas prêt ou assez mûr pour de certaines thématiques, par exemple plus progressistes, et on considère que 5 ans après, on veut revenir avec ça, on peut toujours le faire, mais une fois que ça a été tranché dans les urnes, il y a un consensus global où on va accepter ça, et ça se traduit aussi dans les institutions, comme je disais tout à l'heure, où les institutions, le gouvernement, le Parlement est composé de différents partis qui sont obligés de travailler ensemble. Le gouvernement c'est pas une seule couleur politique comme par exemple en France, c'est vraiment on a plusieurs partis, on se met ensemble et on essaye d'arriver à des majorités, arriver à des projets de loi, comme disait Nicolas, le plus large possible pour convaincre la majorité de la population, parce qu'on sait que si on oublie sciemment ou pas forcément une partie de la population, eh bien il y a toujours ce risque de référendum qui pourrait bloquer tout le processus législatif ou le processus politique du pays. Donc il y a vraiment un consensus du côté de la population qui va accepter en fait le résultat d'un vote et passer à autre chose, etc. Et un consensus aussi au niveau de cette composition en fait gouvernementale avec les 7 membres. Est-ce qu'on a l'impression d'avoir peut-être plus de dialogue? Est-ce que général... La culture générale en Suisse est plutôt dans l'idée d'un consensus aussi. Les partenaires sociaux, donc les patrons et les employés discutent ensemble et font des conventions collectives pour régler les problèmes de manière peut-être plus locale ou qui convient à ton activité, à ta branche, donc avec ses spécificités. Donc il y a cette idée de paix sociale, il y a cette idée de consensus politique. C'est aussi lié au fait qu'on vote tout le temps, donc il y a pas tellement, on n'a pas trop le temps d'être énervé en fait. Ouais. Le dimanche, on n'est pas non plus vexé si on perd, c'est normal de perdre. En Suisse, tout le monde perd en Suisse. En France, c'est peut-être, ou dans d'autres pays, c'est plus compliqué. Si on vote très peu souvent, le perdant, il a perdu face à l'histoire. Tandis qu'en Suisse, on est le perdant d'un dimanche et souvent il y a 3 ou 4 votations et on a perdu 2 fois et on a gagné 1 fois. Donc il y a des réjouissances un peu pour l'ensemble de la classe politique. Donc c'est moins vexant. Et vu que c'est dans les institutions, pour la population, c'est pas non plus humiliant de perdre, même peut-être assez fortement sur l'initiative. C'est pas... Enfin, ça fait partie de l'histoire. Donc je pense que on est beaucoup plus résilient face au peuple quand il tranche. Donc je pense que ça c'est pas mal. Et l'idée qu'on vote vraiment tous les 3 mois, ça permet de très vite passer à autre chose. Donc même si un débat était houleux, entre guillemets, l'émotion retombe très vite et on passe à autre chose. Donc il y a moins cette idée aussi de prendre sa revanche dans la rue. En Suisse, ça ne se passe pas comme ça. Si on a perdu face à la population, c'est comme ça, la majorité du moment est dans ce sens-là, et on essaye peut-être d'ajouter des retouches dans la loi d'application au Parlement, où on essaye
de voir pendant la campagne, même si on a perdu, on a vu avec nos adversaires politiques que sur ce point-là, on était d'accord. Donc peut-être qu'on a perdu, mais l'adversaire peut prendre en compte ce petit point-là en l'appliquant. Donc il y a toujours cette idée de travailler de manière constructive aussi dans les commissions. Les travaux de commission en Suisse sont secrets. Donc il y a cette possibilité de libérer aussi la parole, de dire des choses qu'on ne peut pas dire en public. Donc il y a aussi beaucoup de soupapes qui font que la politique est moins théâtrale en Suisse. Il y a plus cette idée d'efficacité, de trancher face à la population et de s'intéresser un peu aux faits, peut-être plus qu'ailleurs, mais donc voilà, c'est quasiment culturel, on va dire, cette espèce de consensus, mais c'est des choses qui sont fragiles, ça s'entretient, ça s'éduque, on a des régions linguistiques différentes, donc il y a des façons de débattre qui sont très différentes en Suisse allemande, en Suisse latine ou en Suisse romande, ça dépend même des cantons, donc il y a des cantons qui, entre guillemets, ressemblent un peu plus à un climat d'insurrection comme en France, le canton de Genève, qui a une culture un peu plus française qu'un canton comme Zurich ou Saint-Gall, où c'est beaucoup plus calme, où les débats sont même c'est très très étonnant, c'est l'équivalent en France, on a le Front National qui débat contre Mélenchon. En Suisse, ça se passerait très bien. Même face à la population, on peut faire ça dans des petits villages et le ton ne monte même pas. En fait, même les questions à la fin sont cordiales et ça intéresse la population d'avoir des arguments plutôt rationnels, on va dire. D'accord. Et donc là, on a fait un peu le paysage de ce système. Que sont les points positifs en fait de ce système ? Alors, moi je dirais principalement que ça donne évidemment, logiquement, au peuple le dernier mot, donc l'impression qu'il est impliqué dans le processus décisionnel, donc il n'est pas oublié par le pouvoir politique, par l'élite, qui peut à tout moment avoir son mot à dire, donc par un vote régulier, par les débats publics, par les débats d'idées. Il y a également la possibilité de soumettre des solutions qui pourraient ne même pas arriver dans le cerveau des politiciens, parce que l'élite, les politiciens ont peut-être une certaine manière de penser, et certains citoyens disent, bon, nous on pense que ça c'est un enjeu, peut-être que les politiciens peuvent même d'une certaine manière mépriser ça ou pas s'en rendre compte, et avoir accès aux institutions assez rapidement, au lieu d'aller dans la rue pendant 6 mois pour faire comprendre aux politiciens que c'est important. Et peut-être une dernière, cette question du consensus, pour moi, c'est quelque chose de très important. Donc, comme vous savez, en Suisse, il y a 4 langues, il y a 2 religions, il y a vraiment un clivage rural-ville qui est très, très, très marqué. Donc, c'est très difficile de dire qu'il y a une culture suisse, il y a une identité suisse en général. Donc, on dit souvent que la Suisse, c'est une nation de volonté, ou c'est une agrégation de cantons qui ont voulu se mettre ensemble pour travailler ensemble, pour se protéger, pour faire du commerce. Donc, on va s'affairer à des institutions, donc la démocratie directe, la neutralité, le fédéralisme dont on parlera probablement tout à l'heure, où c'est vraiment, on accepte de faire partie d'un collectif commun, et c'est pas parce qu'on parle une certaine langue, parce qu'on partage une certaine culture. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, la question du consensus, on se met autour de la table et on discute, c'est quelque chose dont l'initiative et le référendum est un joli vecteur pour arriver à des fins, on va dire, plus calmes en général. Et vu qu'on vote régulièrement, il y a aussi une certaine conscience de la complexité. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas des décisions irrationnelles en Suisse, mais la plupart du temps, on se rend compte que c'est quand même plus complexe que ça. Donc il n'y a pas tellement de révolution en Suisse, il y a plus des évolutions un peu plus lentes qu'ailleurs peut-être, mais quand on arrive à quelque chose, il y a une certaine maturité politique et une maturité aussi culturelle sur une thématique. Donc j'ai l'impression que pour le débat général, ça permet de calmer beaucoup de pulsions qu'il y a dans d'autres pays qui s'expriment avec des violences qu'il y a peut-être moins en Suisse. Donc ça, c'était un peu pour les aspects positifs. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour les aspects plus négatifs ? Il y a cette idée qui est dénoncée par la plupart des libéraux en Suisse que le peuple a raison, que le peuple tranche et qu'il peut donc imposer plus ou moins tout ce qu'il veut. Donc il y a une menace de la dictature de la majorité d'un côté, donc c'est-à-dire que si le dimanche de votation on décide de réduire les libertés, on peut pas tellement se plaindre la compte parce que c'est la population a tranché, donc la majorité a raison. Donc il y a cette impression que parfois, ce que défendent les libéraux, typiquement que la constitution c'est la chose la plus importante d'un pays ou que certains droits ne sont pas attaquables, ça se heurte à l'idée que le peuple est souverain et que le peuple c'est la base la plus intelligente d'un pays, etc. Donc ça, c'est à mon avis le point le plus dangereux. Il y a le deuxième point, c'est la dictature cette fois de la minorité. Dans une démocratie où on peut proposer soi-même des projets, c'est parfois récupéré par des minorités qui sont très influentes, très actives et qui permettent, notamment parce qu'il n'y a pas une participation qui est toujours très élevée, d'imposer des thématiques et du coup de s'imposer alors même qu'ils sont plutôt une minorité. Donc il y a une sorte de développement de démocratie, de ressenti, une démocratie qui
qui veut avoir un retour de l'État ou une reconnaissance de l'État et qui est, à mon avis, un peu inquiétante. Et surtout, à la base, c'était prévu les outils démocratiques pour la population et c'est beaucoup récupéré maintenant par les politiques et aussi par des associations qui font de la politique sans être des partis politiques. Et ça fait qu'on a on a de plus en plus d'objets de votation le dimanche. C'est aussi un risque pour la population de se perdre dans son acte de citoyen, parce qu'il ne peut plus tellement trancher, il n'a plus le temps de s'occuper et de s'intéresser à toutes les thématiques. Donc on risque de noyer la beauté du système si on embête trop le citoyen et si on le dégoûte. S'il y a 12 objets de votation un dimanche, il n'a factuellement pas le temps de s'intéresser aux 12. Même un politicien qui ferait ça de manière professionnelle n'a pas la capacité d'avoir un avis tranché sur 12 points. Donc. Et ça permettrait plus aussi d'avoir un débat de fond avec l'ensemble de la population, où chacun peut s'intéresser aux arguments des uns et des autres. Donc on doit faire attention avec ça. Et les deux dictatures des majorités et des minorités sont pour moi très inquiétantes. Et en tant que libéral, on doit aussi rappeler que la démocratie, c'est pas tout. C'est évidemment c'est très bien, mais si c'est pour mettre en danger les libertés individuelles, il faut quand même mettre des cautèles. Il faut mettre un cadre. Il faut dire que le peuple ne peut pas trancher sur tout. Donc voilà. Oui, par exemple, si on prend un exemple précis, souvent on dit les Suisses sont très sérieux, ils refusent une semaine de vacances supplémentaires, ils imposent ils demandent un frein à l'endettement à l'État pour avoir des finances saines, mais en même temps ils peuvent voter des mesures plus populistes, comme par exemple l'interdiction des minarets, où on avait voté en 2010 là-dessus. Donc du point de vue libéral et du point de vue des libertés individuelles et du droit individuel, ça peut poser un certain nombre de problèmes. Et comme on n'a pas en Suisse une sorte de tribunal cour constitutionnelle comme aux États-Unis ou un conseil d'État comme en France, on n'a pas une sorte de garde-fou qui dit attention, là on va trop loin dans les mesures liberticides, parce qu'encore une fois, comme disait Nicolas, c'est le peuple, donc le peuple est souverain, le peuple a raison. Mais du point de vue libéral, il faut faire attention. Qu'est-ce que ça veut dire le peuple ? Est-ce que le peuple est vraiment homogène ? Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Est-ce qu'il a toujours raison dans le sens que quand il a raison, est-ce que ça va dans le bon sens ? Donc l'initiative, d'une certaine manière, ça permet évidemment d'avoir accès au pouvoir, donc peut-être d'évacuer certains ressentiments, comme on parlait. Mais en même temps, il faut toujours faire attention à comment on développe, qu'est-ce qu'on fait, même s'il y a toujours un petit peu des garde-fous. On ne peut pas déposer n'importe quelle initiative, il y a toujours un petit contrôle. Et ensuite, le Parlement a quand même une marge d'appréciation, une marge pour appliquer une initiative dans la loi. Donc ça permet de calmer un petit peu certaines initiatives qui pourraient être trop extrêmes, dans le sens qui va un petit peu trop loin dans ce qu'elles demandent. Mais voilà, des fois on peut se poser la question, il y a de temps en temps, en fonction de ce qui est proposé, il y a des libéraux qui disent on ne peut pas faire ça, parce que ça va contre une constitution, ça va contre un état de droit et c'est pas possible dans notre société. Et l'absence de cour constitutionnelle qui pourrait trancher, ça peut poser un problème réel parce que la constitution peut se retrouver avec des contradictions internes. D'accord. Donc ça veut dire qu'on peut changer la constitution et quasiment dire A et B. Et dire A et B, c'est la même chose. Donc ça pose un problème réel. Et du coup, le Parlement est face à des solutions où il va trancher et du coup, il ne peut pas réellement respecter la population parce que la population lui dit deux choses. Donc ça pose aussi un problème de reconnaissance et de croyance en la démocratie si ensuite on n'arrive pas à appliquer des idées juste parce que certains initiants n'ont pas assumé complètement la direction dans laquelle ils allaient. Donc il y a des aspects positifs, mais ça c'est un des points très critiques pour les libéraux, mais aussi pour la crédibilité générale de la démocratie en Suisse. Mais dans ce cas-là, s'il y a deux points qui s'affrontent au niveau de la Constitution et que le Parlement doit trancher parce que voilà, c'est une contradiction, quel est le contrôle ? Alors, s'il y a une initiative populaire qui a accepté, le Parlement doit faire une loi d'application et il voit, quand il fait sa loi d'application, qu'il ne peut pas appliquer les deux choses. Donc, il y a un exemple très concret. On a voté pour limiter l'immigration en 2014, mais ça allait à l'encontre d'un certain nombre de choses. Et du coup, le Parlement a dit, on va l'appliquer de manière pragmatique. Mais ça ne respectait pas complètement l'idée des initiants, mais les initiants ne voulaient pas non plus casser le reste de la démocratie suisse, mais eux ils disaient que c'était possible d'allier les deux, alors que factuellement c'était pas tellement le cas. Donc le Parlement fait une loi d'application, et sur cette loi d'application il y a un droit de référendum. Donc ça veut dire que si on applique mal ton initiative, tu as le droit de râler après coup et de dire je suis pas d'accord avec cette application, on vote dessus, je dis non et vous refaites. Donc il y aurait ça, mais bon là dans l'exemple précis les initiants, ça a été mal appliqué, mais ils n'ont pas fait de référendum, donc ils ont compris eux-mêmes qu'il y avait une sorte de... que c'était pas réellement applicable jusqu'au bout et qu'ils ont assumé cette contradiction et ça les assumait, ça les rassurait. Oui, donc le risque évidemment c'est de se rendre compte, le Parlement, donc l'élite n'applique pas la volonté du peuple. Donc le peuple s'est exprimé, mais au dernier moment il y a toujours le Parlement qui arrive à édulcorer une sorte d'initiative pour en faire une loi d'application. Donc en général ça va, c'est pas quelque chose qui ressort beaucoup, mais il y a toujours ce risque d'utiliser ça pour alimenter un discours anti-élite, anti-parlementariste,
qui, alors c'est incomparable avec ce qu'on peut voir en France, mais on peut entendre aussi ça en Suisse, que le Parlement ne va pas assez vite, le Parlement ne prend pas en compte, les vrais besoins de la population. Je pense par exemple à la question du réchauffement climatique, où on a un activisme très fort en Europe, mais aussi en Suisse, où on entend de l'antiparlementarisme qui dit, ou anti-institutionnalisme en général, le Parlement, le politique n'est pas prêt à prendre en compte cette question-là, donc on doit aller au-delà de la démocratie, au-delà des institutions, au-delà de l'état de droit, pour arriver à un but qui est de sauver la planète ou que sais-je. Donc c'est toujours une question qu'il faut toujours avoir à l'esprit quand on analyse ça du point de vue libéral, donc c'est bien parce qu'on a notre mot à dire, mais en même temps, il y a toujours ces dérives qui sont possibles, même si c'est jamais vraiment le cas en Suisse, heureusement, jusqu'à maintenant. Mais au niveau de la population, comme on a ces différentes minorités, ces différents groupes qui poussent leur sujet, quelle est l'entente en fait entre ces différents groupes d'intérêt et Alors en Suisse c'est un pays, on dit souvent c'est un pays libéral, mais ce serait plutôt un pays corporatiste, dans le sens que c'est un pays où les groupes d'intérêt ont assez d'influence, parce que historiquement, les parlements fédéraux, les parlements cantonaux sont des parlements de milices. Ça veut dire que c'est pas des politiciens professionnels. Donc dans une certaine mesure, c'est très positif parce qu'ils ont toujours un pied dans la réalité, ils travaillent, ils et elles travaillent, donc c'est pas des gens c'est pas une caste qui est déconnectée de la réalité. Mais en même temps, c'est plus facile pour donc, certains groupes d'intérêt, pas forcément les grands méchants lobbies, mais simplement des groupes d'intérêt qui veulent défendre les animaux, par exemple, dont on parlait avant. Simplement, c'est plus facile pour eux d'avoir accès aux parlementaires, dire voilà, est-ce que ça vous intéresse de défendre la cause des animaux? Nous, on peut vous aider, on peut vous on peut vous développer si vous avez besoin d'aide ou de conseils pour développer une loi. Donc, les lobbies, les groupes d'intérêt en général ont un accès assez privilégié au Parlement, et ça se voit aussi. Et ensuite, évidemment, dans les campagnes électorales, ils sont très actifs. Mais en soi, c'est intéressant parce qu'il c'est toujours la majorité du peuple qui va trancher. Il y a toujours un débat entre les pros et les contre, donc c'est toujours assez sain au final. Mais pour répondre sur la question peut-être linguistique, les régions ne sont pas en conflit ouvert, donc c'est pas comme en Belgique. En Suisse, on arrive assez bien à intégrer les différentes régions. Il y a peut-être le Tessin qui sont un peu abandonnés parce que c'est un tout petit canton au bout de la Suisse et qui a l'impression d'avoir beaucoup trop d'Italiens par exemple qui viennent travailler dans leur canton, donc eux ils se sentent un peu oubliés, mais sinon en général on arrive très bien à intégrer ça. Aussi parce qu'on a un gouvernement donc multicolore mais qui parle les différentes langues, donc c'est à dire qu'un Suisse allemand vient débattre en français, donc il y a cette tolérance aussi d'une langue nationale qui est bien parlée mais pas parfaitement parlée, donc c'est un peu une sorte de mythe suisse ou le folklore suisse. On est assez content d'être ensemble. Après il y a tous les clichés comme en France, sans doute il y a les Parisiens qui se moquent des gens de la campagne, et en Suisse il y a aussi ça, mais ça fonctionne plutôt bien ensemble, aussi parce que les institutions forcent à prendre en compte ces différences-là. Donc dans le cadre d'une application de loi, il y a aussi des cotels qui font qu'il y a par exemple besoin d'une majorité des cantons parfois, où les cantons peuvent avoir une grande influence. Il y a aussi une double chambre, donc il y a une chambre du peuple et une chambre des cantons au Parlement à Berne. Donc c'est-à-dire que si des petits cantons se mobilisent, ils peuvent aussi, entre guillemets, tordre le cou aux grands cantons. Donc il y a tout qui est fait dans les institutions pour que même des minorités puissent s'imposer, entre guillemets, et être majoritaires. Donc, D'accord. Et pour faire la synthèse, moi j'avais une question sur ce système. Est-ce qu'on peut se dire qu'il est seulement possible dans un système de fédéralisme, ou bien on pourrait l'imaginer en France? Alors oui, tout à fait. Alors, donc on a bien vu pendant la crise des Gilets jaunes ici en France, il y a eu cette question du référendum d'initiative citoyenne, sauf erreur, où on disait on a un modèle qui est super, c'est la Suisse, tout se passe bien là-bas, ils votent, le pouvoir est au peuple. Donc ce qu'on a dit précédemment, c'est de simplement voter au dernier moment. Le seul risque, c'est que ça devienne un plébiscite, que ça divise le pays en deux. Donc on va dire la spécificité du système suisse, c'est pas simplement le fait de voter, mais c'est tout ce dont on a parlé, c'est le fait du consensus, c'est le fait de la discussion, le fait d'avoir une citoyenneté, un peuple qui est d'accord d'accepter la défaite. Donc c'est une question culturelle évidemment, parce que la Suisse c'est pas un pays qui s'est construit du haut vers le bas, mais c'est vraiment des petites entités, des cantons qui se sont dit bon, on est au milieu de l'Europe, en plein entre différents empires, comment on fait pour faire du commerce, comment on fait pour se protéger. Donc petit à petit ça s'est mis un peu tous ensemble. Donc c'est vraiment structurellement un pays qui s'est construit du bas vers le haut. Donc c'est vraiment différents aspects, différentes variables qui
permettent d'arriver à cet équilibre-là entre différentes langues, entre différentes régions. Mais simplement de dire que l'initiative ou le référendum, c'est la clé, peut-être pour on va dire, transférer ça à un autre pays pour qu'il soit plus démocratique, je pense que c'est un petit peu aller trop vite en besogne. C'est même dangereux, ça peut être contre-productif. Si on n'a pas toute la culture politique et la maturité du fait qu'on est par exemple décentralisé, qu'on règle certains problèmes entre nous, qu'on règle des problèmes tous ensemble, ça risque même d'aggraver le problème, et ça risque aussi d'aggraver des choses qui seront dangereuses pour le libéral, où le peuple aura foncièrement raison et pourra imposer son avis sans tous les contre-pouvoirs qu'on a en Suisse qui permettent de minorer tous ces points faibles-là. Donc, je suis pas tellement sûr que ce soit transposable aussi à une élite dans d'autres pays qui tient vraiment à son pouvoir. En Suisse, l'élite a longtemps été plutôt accompagnatrice de la volonté populaire et au service de la population, donc on préfère des gens qui ne dépassent pas du tout. Notre gouvernement, c'est des gens qu'on peut croiser dans la rue le matin à Berne, qui font du vélo, ils sont relativement quelconques au final, hein. Donc nous on les aime beaucoup parce que ça représente un peu le Suisse entre guillemets lambda ou moyen. Mais si on doit amener notre président, enfin s'il va au World Economic Forum à Davos ou s'il discute avec Donald Trump, parfois c'est assez pittoresque, c'est quasiment pitoyable pour un Français qui aimerait avoir un président flamboyant, qui parle bien, avec la rhétorique, etc. Donc on a toute une culture politique qui fait aussi que l'élite est moins attachée à son pouvoir qu'ailleurs, et du coup c'est aussi plus facile de donner une place à la population. Donc disons que ça serait, la violence du système appliqué en France serait par exemple très très compliquée à assumer, tant pour le peuple que l'élite qui devrait admettre que la population peut aussi trancher de manière plus ou moins rationnelle, etc. Donc c'est très compliqué sans avoir une révolution complète de décentralisation, de croire que c'est pas seulement le pouvoir centralisé qui règle tout, et de croire que la population peut avoir un avis, ou de croire que les corps intermédiaires peuvent avoir un avis aussi, ou que les corporations peuvent être représentées, et qu'il faut respecter certaines minorités, etc. Donc sans révolution entre guillemets culturelle, c'est très compliqué, même dangereux d'appliquer ça. Oui, pour la petite anecdote, comme vous savez sûrement qu'à Genève, donc dans la région de Genève, Annemasse, Haute-Savoie, ils essaient de développer une sorte de Grand Genève avec quelque chose de transfrontalier, et à l'inauguration à la frontière franco-suisse d'une gare de train, donc il y avait les représentants français qui étaient présents et les représentants d'une commune frontalière à Genève. Et donc on voyait vraiment la différence entre le président de région, donc Laurent Wauquiez qui était l'ancien président des Républicains, sauf erreur, qui est venu avec 4 secrétaires, avec plusieurs personnes, une délégation d'une quinzaine de personnes, et le responsable de la commune suisse, il est venu tout seul avec lui-même. Donc c'est aussi, donc ce que disait Nicolas, c'est vraiment deux choses complètement différentes. C'est pas simplement le référendum qui changera ou l'initiative, mais c'est une question aussi de structure mentale et structure institutionnelle en règle générale. Ouais, on peut pas copier-coller un système sur des institutions qui n'ont pas été faites pour ça. Et effectivement, en l'état, la 5e République c'est un régime présidentiel très fort. On a parlé du centralisme et de ces systèmes à la fois de balancement entre fédéralisme et centralisme, où se trouve le contre-pouvoir, où se trouve le contrôle. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ces formes-là institutionnelles ? Effectivement, donc en Suisse, il y a des entités différentes, donc il n'y a pas tout qui se passe à Berne. Berne, c'est même pas la capitale, c'est une ville fédérale. Donc c'est déjà, dans l'institution, on respecte pas vraiment, on n'a pas cette idée de grand point central. Et même sur le plan économique, Berne, c'est pas une ville très importante. Genève et Zurich seraient par exemple plus importantes. Donc il y a aussi une partie des Suisses qui ont l'impression que c'est Genève ou Zurich la capitale. Donc déjà, de manière institutionnelle, il n'y a pas cette idée de grand centre important. Et dans tous les cantons, il y a des différences. Il y a aussi, on applique différemment les lois. On a une approche différente de la politique. Il y a des cantons qui sont très libéraux, d'autres plus étatistes. Donc ça permet de confronter les idées et de voir ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on pourrait prendre, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Et ça permet une sorte de laboratoire des idées, on appelle ça en Suisse. Et ce qui permet de voir qu'une idée peut marcher en Suisse allemande, mais pas du tout en Suisse romande. Donc il y a des thématiques, typiquement en Suisse romande, on a commencé à introduire les cours des comptes, comme en France. Pour vérifier les dépenses, alors qu'en Suisse allemande, quand on leur parle de ça, ils sont étonnés. Ils nous demandent, mais est-ce que vous gérez mal les finances ? Pourquoi vous gérez mal les finances ? Donc en Suisse romande, on a déjà le principe de l'État va mal gérer l'argent, du coup on va mettre une cour des comptes. On est qu'en Suisse allemande, ils gèrent les problèmes directement. Donc il y a des sensibilités politiques très différentes. Et ça permet aussi, moi je viens d'un canton, c'est le canton de Neuchâtel, où on a un problème de citoyens qui fuient, entre guillemets, le canton parce que les finances sont mal gérées, parce que les emplois sont moins bons qu'ailleurs, etc. Donc la dynamique n'est pas bonne. Et on appelle ça en Suisse voter avec ses pieds. Donc d'aller de l'autre côté du lac, de l'autre côté de la frontière. Et on peut très vite changer parce que d'un endroit à l'autre, la politique est différente, les impôts sont plus bas. Donc ça force aussi chaque canton
à se remettre en question, à Ouais. se demander si la position qu'il a suivie ou la politique qu'il suit est vraiment la bonne, et ça permet de corriger les choses toujours avec cet aspect factuel. Si les contribuables partent ou si les entreprises partent, ben, la population va le reprocher en partie aux politiciens. Ouais. Donc c'est des choses qui sont encore une fois des contre-pouvoirs à mon avis qui sont intéressants et qu'il n'y a pas tellement dans d'autres pays. Oui, et alors on parlait de cette concurrence entre les cantons, mais évidemment, quand on reste, si on part du principe que les citoyens restent dans le canton, ils ont aussi un lien plus direct avec les autorités. On a l'impression quand même que là où le centre de décision est à 10 km de chez soi, c'est plus intéressant que si on doit aller jusqu'à la capitale, on a l'impression qu'on ne connaît pas les spécificités. Comme on disait tout à l'heure, la Suisse c'est un pays très divers aussi du point de vue géographique. Donc par exemple, l'aménagement du territoire ou la politique du logement ne sera pas la même si on est dans un centre urbain très dense que si on est dans la campagne ou dans la montagne. Donc le fait d'avoir ce système décentralisé, ça permet que les particularismes locaux soient respectés et c'est très intéressant, même si ces dernières années, il y a une tendance au fédéralisme, au transfert de pouvoir et au transfert de compétences vers le centre. Par exemple, dans le fédéralisme, on dit que les deux grandes compétences cantonales qui restent, c'est l'éducation et la santé. Donc c'est vraiment à ça que ça s'accrochent les cantons. On a quand même, par exemple, la question de l'éducation en Suisse romande, donc la Suisse francophone. On a 5-6 cantons différents. Et on a décidé que tous les cantons allaient appliquer la même politique éducative. Donc on a quand même cette tendance à la centralisation qu'on voit aussi en général en Europe. Donc c'est un système fédéral, mais quand même qui va vers le haut, vers le centralisme. D'accord. Mais ça permet aussi justement d'être confronté à la personne que tu sers. En tant que politicien, tu es entre guillemets au service du peuple. Ouais. Dans des petites communes, on siège et on a un contact direct avec eux. Donc si on fait une faute entre guillemets grave, ils vont nous le reprocher directement. Mais le problème, et c'est lié à ce que dit Diego, c'est que depuis un certain nombre d'années, on transfère de plus en plus de charges vers le haut. Et de manière concrète, ça veut dire que dans une commune, on vote plus que 30% du budget. Le reste, on est dépendant, que ce soit du canton ou ensuite même de la confédération. Donc l'attrait faire de la politique de manière locale et de régler localement les problèmes des gens baisse aussi parce qu'on est finalement en train de siéger et d'appliquer les solutions des autres. Donc ça démotive et on a l'impression que pour faire changer les choses, il faut aller ensuite au niveau du canton, donc on va à une échelle plus haut. Après on se rend compte à l'échelle du canton que c'est pas non plus là qu'on peut tout régler parce qu'on centralise de plus en plus, donc c'est-à-dire que c'est une sorte de suite logique, c'est un château de cartes qui monte de plus en plus à Berne. Donc dans l'esprit des gens, désormais quand on a un problème à régler, on essaie d'abord de le régler à Berne, donc on propose une initiative pour toute la Suisse, si c'est pas accepté, on revient peut-être dans le canton, mais il y a une sorte de développement idéologique plutôt vers la centralisation et c'est pas des bonnes choses. On a aussi cette impression que les cantons sont trop petits ou que l'impact local n'est plus assez fort ou que toutes les thématiques doivent être réglées tous ensemble. Donc il y a certaines dérives qui sont inquiétantes aussi pour des libéraux. Ouais. Donc pour conclure sur la question du fédéralisme, il y a peut-être deux enjeux très importants dans un pays fédéral, c'est la différenciation des tâches, comment savoir si c'est la commune, si c'est le canton, ou si c'est l'État fédéral qui est responsable ou qui est compétent pour ces questions-là. Donc ça a pris beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie aux politiciens et à l'administration pour vraiment déterminer et définir qui fait quoi. Donc ça c'est un gros enjeu. Et deuxième enjeu, que moi j'aime bien appeler la surenchère chauvine, dans le sens que par exemple la question des hôpitaux, ou entre Genève et Lausanne qui sont deux grandes villes en Suisse francophone, qui sont à 60 km l'une de l'autre, on a deux grands hôpitaux. Alors chacun va avoir son propre hôpital parce que c'est son canton, donc on a besoin d'avoir un hôpital, mais en termes d'efficacité, en termes de rationalité des coûts, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir autant d'hôpitaux partout? Donc c'est un exemple pour montrer que la décentralisation des fois ça fait des doublons et c'est aussi un enjeu de voir jusqu'à quel point c'est intéressant d'avoir une décentralisation et à quel point peut-être c'est plus intéressant de se mettre ensemble en canton, de travailler ensemble, de dire pour ça on va partager parce que ça fait moins de coûts, c'est plus logique, c'est plus intelligent. Il faut que ça reste intéressant et efficace. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour toutes vos explications. Merci.